L'intelligence artificielle va transformer nos vies ces prochaines années de manière étonnante et imprévisible selon bien des spécialistes. Déjà, elle nous amuse sur les réseaux sociaux, mais en même temps bouleverse les modes d'évaluation dans les universités. Quels enjeux éthiques et sociaux soulève cette avancée technologique? Notre chroniqueur Benjamin Boivin s'interroge et s'inquiète sur le sujet. Salut Benjamin. Salut Simon. Alors, c'est pas nouveau qu'on parle d'intelligence artificielle, mais pourquoi au début de 2023, c'est le premier sujet qui t'est venu en tête? Bon, ben comme tu dis, l'intelligence artificielle, ça fait un petit bout qu'on en parle déjà et ça fait surtout un moment qu'on l'expérimente là, de toutes sortes de manières. Probablement la plus évidente, c'est à travers les réseaux sociaux. Tous ces algorithmes qui donnent une page Facebook pour Simon et une page Facebook pour Benjamin qui sont parfois très Pas différentes. exactement les mêmes, non. Pour le meilleur et pour le pire. L'intelligence artificielle, on l'expérimente. Généralement, elle est cachée, en fait. Elle est derrière le rideau et nous, on est de l'autre côté. Mais avec certaines nouvelles applications, nouveaux produits là, qui sont entrés sur le marché, on fait un usage de l'intelligence artificielle où finalement notre agentivité est davantage à l'œuvre. As-tu quelques exemples à nous donner? Ben oui, on peut penser par exemple à l'application Midjourney, là, qui est une méthode finalement d'utilisation de l'intelligence artificielle où on donne des commandes très simples. Là, par exemple, je sais pas moi, la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, elle est très belle. J'aimerais peut-être la voir dans le style de Picasso. Eh bien, Midjourney peut faire ça pour moi en quelques secondes et on sait très bien, toi et moi, que si je m'y essayais tout seul, j'y arriverais pas. Ça, monsieur, madame, tout le monde peut utiliser ces plateformes-là. Là. Ben oui, c'est ça. Monsieur et madame tout le monde peut y arriver. Et puis, c'est une manière, finalement, de prendre sa volonté et de la transposer en une réalité concrète qu'on peut observer. Et sans intermédiaire, finalement, sans l'intermédiaire d'une personne qui aurait appris, qui aurait des aptitudes, qui aurait des qualités. Un artiste. Mais quoi que je me disais que Picasso, je serais peut-être pas capable, mais Pollock, peut-être que je serais capable de faire la cathédrale de Québec. Ouais, à la manière de Pollock, je serais intéressé de voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Mais il y a aussi. Ça ne prendrait pas 2 secondes. Ah, peut-être. Pollock, c'est pas mal proche des barbeaux. Ben oui, c'est ça. Mais il y a aussi des applications plus étonnantes encore. Le Chat GPT en est une. Qu'est-ce que c'est ça? On a ça? commencé à entendre parler. Eh bien, en fait, essentiellement, là, c'est un système de clavardage avec lequel toute personne peut interagir gratuitement. Il suffit de s'inscrire. Et puis, on peut poser des questions à l'appareil de clavardage qui va nous donner des réponses sur la base d'une accumulation de données. On peut aussi lui donner des commandes, lui demander certaines choses. Par exemple, si j'ai une dissertation ennuyeuse à livrer dans le contexte de mes études, je ne sais pas, moi, sur la théocratie pontificale à l'époque médiévale, eh bien, elle peut le faire pour moi, probablement beaucoup mieux d'ailleurs que moi. En l'espace de quelques secondes seulement, elle va rapatrier toute l'information nécessaire, la synthétiser et produire une dissertation qui, le moindrement que je suis un peu médiocre à l'école, risque de me donner des meilleurs résultats que ce que j'aurais fait, moi, en plusieurs heures. As-tu un exemple concret d'une question, par exemple, que toi, là, tu lui aurais posée, outre que ton projet scolaire sur la théocratie? Ben oui, c'est ça. Moi, j'ai eu un échange assez intéressant avec une intelligence artificielle où je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle pensait de la divinité du Christ. Je lui ai demandé est-ce que tu penses que le Christ est le Fils de Dieu? Et puis l'intelligence artificielle s'est mise à m'expliquer là, dans un langage assez convenu, probablement qu'il y a un peu de Wikipédia là-dedans, quelle est la nature du Christ, quelle est la nature de son rapport à Dieu le Père. Et puis, elle s'est mise à m'expliquer, là, à la mesure que j'échangeais avec elle, que finalement, ben, elle était chrétienne et qu'elle n'était pas une intelligence artificielle, puisque pour être chrétien, on ne peut pas être un robot. Et ça a été un échange qui m'a quand même étonné. Là. C'est fou de penser qu'on peut avoir ce type d'échange avec un produit qui, finalement, est une création humaine. Et c'est fou de penser que le robot lui-même, les commandes qui lui ont été données lui permettent de me donner ce genre de réponse. De se définir comme chrétien, comme humain même. Oui, c'est ça. Mais là, tu as évangélisé le robot, si je comprends bien. Tu as fait un chrétien de plus. Est-ce qu'il va payer sa dîme à la paroisse, par contre? C'est une bonne question. Je ne sais pas trop. Hein. J'ai l'impression d'avoir... Je sais pas, moi, j'ai l'impression quand j'interagis avec l'intelligence artificielle de cette façon-là que je suis le produit et que ce n'est pas moi qui bénéficie d'un service, mais c'est moi qui alimente un service. On s'entend que à mesure où j'échange avec elle, je lui donne de l'information et avec cette information-là, elle devient plus forte. Et avec cette information-là, elle devient plus capable de répondre à mes questions d'une manière plus précise et de répondre aux questions d'autres aussi de manière plus précise. Et finalement, de devenir de plus en plus habile, de plus en plus capable de faire certaines choses que moi, je ne suis pas capable de faire. Et donc, j'en suis de plus en plus dépendant. Autour de la table, est-ce que vous avez déjà utilisé ce genre de logiciels qui font appel à l'intelligence artificielle?
Non, moi, je ne l'ai pas utilisé. Puis, en fait, j'aurais été tentée de l'utiliser, mais quand j'ai appris que, justement, depuis que la machine a été... depuis qu'on a commencé à en parler plus, puis que tout le monde, par curiosité, est allé la tester, à ce qui paraît, sa courbe d'apprentissage a augmenté phénoménalement. Donc, tous les professeurs qui se sont dit « Ah, ben je vais aller tester mes questions d'examen pour voir si ça fournit des bonnes réponses. » Bien, en faisant ça, ils ont finalement fourni à la machine des questions. Puis ils ont enseigné à la Ils ont machine. enseigné parce que c'est pas juste comme de la programmation informatique, un programme qui est destiné à faire ce qu'on lui demande. Il y a tout le machine learning qui est l'idée que l'intelligence artificielle Elle va... progresse. Oui, c'est ça, elle est capable d'apprendre par elle-même au-delà de ce qu'on lui commande à la base. Puis ça, c'est la partie qui fait peur un peu. Est-ce que tu m'as pas envoyé une image où quelqu'un a demandé d'écrire une homélie de Noël à cette machine-là? Oui, je suis tombée là-dessus, puis c'est épatant parce que c'est pas mauvais. Tu sais, c'est quand même... c'est une homélie de Noël préparée par l'intelligence artificielle. T'aurais pas été puis... déçu d'entendre ça à Noël? Ben non, là, j'irais pas jusqu'à dire que c'est meilleur que ce que j'ai entendu, là, mais c'était étonnamment réaliste, plausible. Puis quand on se met à penser à toutes les manières dont on pourrait l'utiliser, là aussi, ça donne le vertige. Là. C'est conventionnel, hein? Oui. C'est conventionnel, cette homélie de Noël. Mais vis-à-vis de l'intelligence artificielle, j'ai une autre préoccupation, une autre question. C'est que très souvent, c'est les questions d'autorité, de pouvoir qui sont derrière. Cette intelligence, elle n'est pas neutre. Elle est alimentée par quelqu'un et elle mène vers quelque chose. Donc, très souvent, où on est un peu étonné, on est fasciné, ou on est un peu épeuré, mais très rarement, on pose cette question, en fait, à quoi ça réfère, qui fait l'autorité, vers quoi ça nous mène? Ben, c'est une très bonne question à poser. Après tout, là, il y a des centaines de milliards de dollars qui ont été investis dans les dernières années dans l'intelligence artificielle. C'est une sphère de l'économie qui est en croissance et puis il y a des gens là, qui investissent énormément d'argent là-dedans et qui le font, semble-t-il, sans en retirer grand-chose, en tout cas du moins visiblement. C'est purement altruiste, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, on peut s'imaginer qu'il y a des raisons pour lesquelles on investit là-dedans. Il y a probablement quelque chose qu'on espère en retirer. Et puis après tout, lorsqu'on échange avec une intelligence artificielle et surtout lorsqu'on repose sur elle, lorsqu'on place notre confiance ou disons notre espérance dans une intelligence comme celle-là, qu'on s'imagine que c'est elle qui va nous donner les réponses. Ce qu'on laisse de côté, un peu pour faire du chemin sur ce que tu disais, c'est que l'intelligence artificielle, elle a des paramètres. Elle est conçue pour agir à l'intérieur d'un certain cadre et celui qui définit le cadre, c'est lui qui a le pouvoir. Et c'est un pouvoir invisible. C'est une idéologie qui est invisible. Le système d'interprétation de la réalité que nous fournit l'intelligence artificielle, l'information qu'elle dissémine, le type d'opinion qu'elle contribue à former, bien ça, on n'a pas de contrôle là-dessus, mais il est facile à cause de l'organisation du système, de la manière dont il est construit, c'est facile de l'oublier parce qu'il est conçu pour être invisible. Alors, ça m'amène aux enjeux éthiques là, que pose toute cette nouveauté de l'intelligence artificielle. Alors, moi, j'ai essayé un petit peu là, ces logiciels ou ces programmes dont tu parles, puis à l'origine, c'est de l'étonnement, de l'émerveillement. J'aurais jamais cru que quelque chose comme ça est possible. Mais après, effectivement, viennent toutes sortes de questions. Vas-tu perdre nos jobs? Qu'est-ce qui va arriver avec les examens à l'université? Et des questions encore peut-être beaucoup plus profondes. Et on pense immédiatement à des films de science-fiction, finalement, comme La Matrix, où c'est la machine qui se retourne contre l'humanité. Est-ce que je vais trop loin avec ces peurs que suscite en moi cette nouveauté de l'intelligence artificielle? Ben, devant le développement de nouvelles technologies, il y a toujours un peu deux tendances primaires là, qui s'imposent. Là, une espèce d'inclination dystopique où on s'imagine que la technologie participe à la construction d'un futur terrible dans lequel on va vivre d'atroces souffrances. Et puis, ça donne le goût. Oui, c'est ça. Et puis, il y a une autre inclination, celle qui est davantage plutôt utopique, là, qui est caractéristique de fait des gens qui sont bien excités et qui alimentent cette histoire-là d'intelligence artificielle dans le monde de la Silicon Valley, par exemple, qui est une inclination utopique où on s'imagine que la technologie va contribuer à régler tous nos problèmes. Et il est vraisemblable qu'à quelque part, au milieu de ces pôles-là se trouve le bon sens. Mais lorsqu'on pense aux impacts sociaux de l'intelligence artificielle, là, les impacts qu'on vit, que les gens vont vivre dans leur vie courante,
Ben, c'est vrai qu'on peut contempler notamment la question de la perte d'emploi. Mais bon, après tout, le développement de nouvelles technologies, là, c'est pas nouveau, c'est pas exclusivement lié à l'intelligence artificielle, amène des pertes d'emploi et plutôt, en fait, des changements dans l'économie. Il y a des gens dont l'emploi devient inutile, mais il y a de nouveaux emplois qui sont créés, il y a de nouvelles nécessités qui émergent. Moi, ce qui me préoccupe davantage au niveau de l'intelligence artificielle, c'est plus la manière dont ça nous... le rapport que ça crée entre nous et et les activités qu'on fait qui sont vraiment proprement humaines. Des activités de la raison, des activités créatrices. Par exemple, moi, bon, je suis journaliste et j'échange beaucoup avec des graphistes, avec des illustrateurs, avec des photographes, des gens qui, par leur travail, par leur personne, par leur regard spécifique, l'expérience qu'ils ont, contribuent à façonner, disons, une image du monde. Et par l'image du monde qu'elles créent, qu'elles façonnent, elles entrent en relation avec des lecteurs, des gens qui regardent les images, des gens qui sont influencés par elles. Et ça, chaque personne qui est impliquée dans le processus, il donne un peu de lui-même, participe à un genre de co-création du monde, si on veut. Et la contribution individuelle, elle se perd lorsqu'on compte sur l'intelligence artificielle, qui mélange un peu la contribution de chacun là, à la base de données auquel a accès l'intelligence artificielle. Bien, cette contribution individuelle-là, elle se perd et finalement, on devient exposé à une espèce de tout informe à partir duquel on ne peut pas faire de différence et auquel on ne peut pas contribuer en propre, en tant que moi, je suis Benjamin, par exemple. Est-ce qu'on risque de devenir paresseux, d'une certaine manière? Bien, on risque de devenir paresseux, puis on risque aussi, puis ça, c'est un autre aspect, de dévaloriser de plus en plus les activités qui, de fait et de soi, sont très nobles. L'usage de la raison pour analyser un problème, l'exposer à un groupe de personnes, requérir leur opinion, leur point de vue. L'échange que ça produit, là, c'est une activité très élevée de l'homme. C'est une activité qui est saine. C'est une manière pour nous de vivre de façon vraiment humaine. Et ça devient facile de dévaloriser ce genre d'activité-là lorsqu'on construit l'impression qu'une machine peut le faire également et probablement mieux, en fait, que l'homme. Ça va devenir comme de l'artisanat, finalement. Tu sais, c'est beau de la broderie faite à la main, mais finalement, c'est inutile. On est capable de coudre des vêtements, tout ça, mais... C'est ça. On sait tous un peu que, dans le fond, mieux peut être fait par une machine, mais on tolère l'existence de l'artisanat parce qu'on sait que ça nous aide à passer le temps, je ne sais quoi. Et en même temps, elle se nourrit de ce que l'homme a produit. T'sais, tous les philosophes qui ont écrit, mettons, Platon, qui a créé lui-même sa pensée, ben elle va se nourrir de ça, mais est-ce qu'elle pourrait générer... De la nouveauté, de l'innovation, Ouais, des vraies découvertes scientifiques fondamentales. Est-ce qu'on peut espérer ça, même, de l'intelligence artificielle? Bon, ben, d'une certaine manière, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Là. Il est vrai que l'intelligence artificielle, elle se nourrit de ce que l'homme fait, mais par le type de travail qu'elle fait, qui est souvent au moins aussi bon que ce que la moyenne des individus pourraient faire dans un secteur donné, ben, elle contribue à dévaloriser ou, disons, à décourager les activités comme celle-là, qui sont des activités d'excellence, et peut-être à réserver à une élite, là, à des gens qui sont particulièrement excellents dans certains domaines spécifiques, l'espèce de privilège d'activité proprement humaine et de nous laisser tous un peu esclaves de la machine. Il nous reste environ 2 minutes. Benjamin, je t'ai déjà entendu parler que l'intelligence artificielle allait amener une désincarnation du monde. Comme chrétien, bon, évidemment, moi, ça résonne en moi. Le mot incarnation, désincarnation, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que je veux dire par là, puis de fait, ça commence avec bien d'autres choses que l'intelligence artificielle, mais c'est qu'on vit de plus en plus dans un monde où finalement nos activités les plus simples, celles qui nous permettent de vivre en tant que personne, s'alimenter, le sport, toutes ces choses-là, elles sont de plus en plus sous-traitées et intégrées à l'intérieur d'une espèce de mode de vie virtuel qui prétend tout reconduire notre expérience, mais améliorer, parce qu'il n'y a pas les aspérités, les imperfections qui viennent avec le fait d'interagir avec des vraies personnes et d'interagir avec le monde dans toute sa matérialité. Lorsqu'on compte sur l'intelligence artificielle pour fonctionner, lorsqu'on s'imagine que l'intelligence artificielle va tout améliorer, bien, on sort un peu de la dynamique de l'incarnation qu'on est censé accepter, voire même désirer, et puis comprendre le bien que ça nous apporte dans la vie en tant que chrétien. On en sort un peu, puis on tombe dans un certain gnosticisme ou dans un certain idéalisme qui finalement nous sépare de la matière et qui risque de nous aliéner un peu toute la gang.
Oui, puis ça me fait penser qu'une chose au cœur du mystère chrétien, c'est le mystère du mal, de l'imperfection, justement, et comment Dieu, dans sa providence, réussit à réutiliser les échecs, les croix, pour en tirer un plus grand bien. On pourrait se dire peut-être qu'un monde de machines qui fait moins d'erreurs, on va peut-être se priver de certains plus grands biens qui pourraient jaillir des erreurs aussi. Ben oui, c'est vrai, c'est Des tout à fait vrai. défauts de nos collègues, pas vous, là, évidemment, mais des fois, c'est à partir d'un défaut, d'un lapsus, que va jaillir quelque chose aussi. Oui, c'est souvent à partir de ces imperfections-là que finalement, dans la conversation entre vraies personnes, l'intelligence continue de croître. Merci Benjamin, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on en reparle, c'est fascinant. Alors, tu es chroniqueur à On n'est pas du monde, on peut te lire fréquemment sur leverbe.com. Merci et à bientôt. Ça a été un plaisir, à bientôt.